Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement David Berco, Frostyman, Urbain Denis, Arnaud Le Chevalier, Jérémy Saïdani, Messa Pegasus 75014, Barbalucou et Émilie Scarlett. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette formidable aventure, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et en apprendre plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de Android, ou plutôt de Google, et pas exactement d'Android, ça va être intéressant. On a plein d'annonces du côté de chez Google, on a quelques annonces du côté de Adobe, on a des infos sur d'autres téléphones, on a des infos sur la reconnaissance faciale des animaux, et oui, on fait dans le sensationnel dans le Rendez-vous Tech, et plein d'autres petites choses qu'on va vous détailler. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir, presque comme tous les mois, Marion, qui se joint à nous. Comment ça va, Marion ? Bonjour à tous, très très bien, très contente et très contente de parler de Google. Ah, pour une fois, on peut parler un petit peu de de cette petite start-up oubliée des gros Oui, tout titres. petit. Je fais la blague que je déteste que les gens fassent généralement dans les émissions ou dans les articles. Ça m'irrite à chaque fois, mais bon, quand c'est moi qui le fais, ça va. Et c'est d'autant plus approprié qu'on a aujourd'hui avec nous, pour la première fois dans l'émission, je crois, Manuel Casteron. Je t'ai promis que je le prononcerais à l'espagnol. Comment ça va, Manu ? Ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation. C'est effectivement une première fois. Et étant un auditeur assidu, je suis très heureux de participer. On est heureux de te recevoir, non seulement parce que tu es un auditeur assidu, mais en plus parce que c'est toi qui as testé le Google Pixel 3 pour Android, là, le A de Bienvenue, donc. satisfaction. Alors, le 3 XL, très précisément. C'est vrai. Ah mince, c'est plutôt le 3 Qui t'intéresse ? Moi, c'est pas grave, c'est juste une question de taille. Ouais, écoute, c'est à peu près pareil, et je l'ai eu en main aussi, donc t'inquiète pas. Au niveau fonctionnalité, les deux sont exactement identiques, à ceci près que le 3XL est plus grand, bien sûr, et il a cette fameuse encoche immense dont tu nous diras, Manu, si elle t'a gêné pendant l'utilisation. Commençons Surprise. donc... oui, on va voir ça. Commençons donc avec les annonces de Google. Avant de se précipiter vers le Pixel 3, ou les Pixel 3 plutôt, je voudrais parler de deux petites choses rapidement, puisqu'ils ont également annoncé un nouveau Pixel Slate, donc une tablette sous Chrome OS qui est grand format. Et ils ont aussi annoncé le Google Home Hub, qui est donc une sorte d'assistant connecté avec écran, qui fait en plus centre de contrôle pour vos objets connectés, pour votre maison connectée. Alors, il y a deux autres petites choses qui ont été annoncées, pas hyper importantes. Un nouveau Chromecast qui fait enfin du 1080p. Le Chromecast original ne le faisait pas. Le Chromecast Ultra faisait du 4K, bien sûr, mais celui-là fait du 1080p. Et il y a un stand qui est intéressant parce que quand on pose les pixels dessus, les pixels se transforment en Google Home en quelque sorte. Mais ce sont des objets accessoires. Le Pixel Slate, donc cette tablette sous Chrome OS, qui coûte quand même $600, et le Google Home Hub. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé dans ces deux annonces ? Qui veut se lancer en premier ? Allez-y, n'hésitez pas, parce que le Pixel Slate, c'est quand même une grosse tablette avec un écran qui fait 3000 par 2000 pixels, donc en 4 tiers, mais elle tourne sous Chrome OS, ce qui veut dire que c'est essentiellement un navigateur qui peut aussi faire tourner des applications Android. Ça, c'est important de le noter, je l'avais presque oublié. Mais donc, il y a quand même des applications Android dessus, mais c'est essentiellement un navigateur. Est-ce qu'on veut une tablette qui est juste un navigateur, Manu ? Alors attention, Chrome OS, c'est
pas uniquement un navigateur, ça a quand même pas mal d'applications tierces déjà. Enfin, tous les add-ons qu'on peut rajouter à Chrome, on a également plein de petits trucs qu'on peut mettre à Chrome OS. Et il faut savoir que Chrome OS fait tourner non seulement les applications Android, mais également aussi depuis quelques mois déjà, les applications Linux. Et du coup, en fait, on a vraiment plus qu'une tablette, un véritable petit ordinateur possible, d'autant qu'on a un peu comme les Surface de Microsoft, ce clavier qui peut se rajouter en Bluetooth sur le tout. Et pour répondre à ta question, moi, je suis très, très excité par ce produit, parce que c'est vrai que Android sur tablette, c'est une purge, et c'est vraiment très difficile. Même les dernières tablettes que j'ai eu l'occasion d'essayer, notamment la Galaxy Tab S4, donc qui rajoute toute l'interface de Samsung qu'on connaît, qui est quand même un petit peu plus ergonomique qu'Android pur, ça reste quand même assez désagréable à utiliser. Les boutons sont au centre de l'écran, donc sur une tablette de 10 pouces par exemple, quand tu la tiens à deux mains, c'est très difficile de les avoir. Enfin, tu es obligé de lâcher la tablette d'une main pour atteindre les boutons qui sont au centre. Tout est très peu ergonomique. C'est très mal foutu. Et là, d'avoir vraiment un changement de paradigme et un changement d'OS, je trouve ça vraiment très très fin de la part de Google, surtout que Chrome OS a beaucoup évolué et j'ai pas eu l'occasion d'essayer sur une tablette, mais j'ai pu essayer sur un Chromebook et j'ai trouvé ça très pratique. C'est vrai que les premiers retours sont assez positifs sur cette tablette. Moi, j'ai été surpris parce que j'ai cette image un petit peu peut-être dépassée de Chrome OS, qui est juste le navigateur Chrome avec plusieurs tabs, enfin plusieurs onglets, et voilà. Et c'est ça pour votre OS. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est assez différent. D'une part, un navigateur est très capable, et d'autre part, il y a toutes sortes d'applications, notamment Android, mais bon. Aussi Linux, qui sont intégrés à cet OS. Donc c'est vraiment un OS à part entière, c'est pas juste Chrome. Marion, est-ce que Chrome OS ou une tablette sous Chrome OS à $600, ça t'inspire? Ou est-ce que toi, tu te précipites sur le Google Home Hub, qui est du coup un appareil qui est en fait une enceinte connectée avec écran, comme il y en a plusieurs, mais pas de caméra. Donc il n'y a pas d'appareil photo, peut-être pour une raison de sécurité ou de confiance qu'on va faire à Google pour pas nous regarder dans notre chambre quand on a mis ce Home Hub dans la chambre, et surtout à $149 qui sort donc là très bientôt. $149, c'est un tarif hyper intéressant pour un appareil comme ça. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec Manu sur l'excitation de voir arriver Chrome OS peut-être sur une tablette Android, parce qu'Android sur tablette, franchement, au secours. Donc à voir s'ils vont réussir justement à revenir sur ce segment, parce que vraiment en termes de tablette, même les Android fanboys conseillé quand même un iPad, c'est quand même un comble. Et moi, j'étais très très excitée par le Google Home Hub, comme tu l'as deviné. Très intéressant comme produit, et je trouve que potentiellement ça peut aider aussi Google à entrer dans le foyer des personnes, parce qu'en fait je pense qu'ils ont des petites difficultés avec leurs enceintes connectées, parce que bon, c'est un nouvel usage d'utiliser Google Assistant avec les enceintes connectées, et on a vu beaucoup de personnes, ou en tout cas moi dans mon entourage j'ai entendu beaucoup de personnes dire finalement ils les rangent parce qu'ils ont du mal à développer l'utilisation de Google Assistant, ils ont du mal à s'habituer, à prendre le pli. Et donc, du coup, d'avoir un appareil qui propose un écran tactile, même petit, mais tout à fait suffisant pour interagir avec, une interface adaptée à la taille de l'écran et à ce que tu veux faire avec, tout en ayant quand même Google Assistant avec, je trouve que c'est peut-être un bon compromis pour justement réussir à investir le foyer, quoi. Donc, C'est vraiment vrai que... très, Ouais. très intéressant. C'est vrai qu'il y a quand même, la population semble divisée sur ces enceintes connectées entre les gens qui adorent et les gens qui n'en voient vraiment pas l'utilité. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Je suis pas convaincu d'en voir une grosse utilité. Mais je sais pas pourquoi, le fait d'avoir un écran me semble lui donner plus d'intérêt dans mon cas. Et avec un tarif aussi bas à $149, du coup, je me dis peut-être que ça vaut le coup de tester. C'est tout bête, hein, mais le fait de lancer des vidéos YouTube ou de demander la météo, et on peut voir la météo sur l'écran, si ça se trouve, ça sera pas plus utile que simplement l'assistant qui va nous dire la météo. Mais c'est quand même comme ça, à froid, je me dis c'est peut-être
ça fonctionnerait peut-être mieux. Donc, je me demande si je vais pas me laisser tenter pour le tester pour des raisons de professionnels, hein, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire de caméra et de prix, en fait, euh, parce que Facebook vient d'annoncer son portal, qui est en fait une enceinte connectée avec écran, mais qui, d'une part, inclut une caméra, ce qui va rebuter certaines personnes, je pense, même si on sait qu'on se doute bien qu'ils vont pas nous filmer la nuit. Mais il n'empêche, le fait qu'elle soit là, même avec un petit cache physique, bah ça gêne un peu les gens. Et puis surtout, elle est beaucoup plus chère. Donc peut-être que c'est la bonne formule, ce Google Home Hub. Et en plus, il fait hub pour votre, c'est presque, on le passe comme un détail, mais c'est important, pour toute votre maison connectée, de la même manière que Apple a réuni tous les différents protocoles et les a fait communiquer avec Apple, Siri Home, etc., avec l'application Home, et ben là c'est un petit peu la même chose, donc c'est un autre moyen d'entrer dans les foyers, effectivement. Quelques mots dessus. Ah, pardon, vas-y. Excuse-moi, ce que tu as dit, c'est intéressant sur l'absence de caméra sur le Google Home Hub. Et je pense que c'est vraiment comment dire, un redressement de la marque Google en termes d'image, où on a du mal quand même à faire confiance à Google, tout ce qui se passe autour des données privées, etc. Les enceintes connectées qui écoutent, etc. Donc je pense que en effet ils ont joué peut-être la stratégie un petit peu sécurité et soyons comment dire, enfin safe, j'ai perdu le mot en français. Oui, essayons d'assurer le coup. Voilà, exactement, pour éviter d'avoir une mauvaise presse sur l'objet et dire mon Dieu, Google vous espionne chez vous et vous filme chez vous. C'est déjà assez grave avec les enceintes connectées, ce qui s'est passé il y a quelques mois. Alors avec une caméra, c'est encore pire. Donc du coup, je pense que là, ils ont vraiment joué la sécurité, mais c'est assez vraiment assez malin comme appareil, quoi. Et du coup, on remarque aussi qu'il y a une unification de l'image de Google et de la marque Google à travers tous leurs appareils. On va y venir justement, ça a transparu dans la présentation d'ailleurs, où on n'entend plus vraiment d'autres marques, on n'entend pas Chromecast ou Google Cast, etc. On n'entend même plus Android. Exactement, exactement. C'est ça qui était assez marquant. Oui, vas-y Manu, tu peux... Ils n'ont vraiment pas parlé d'Android et ils essayent de créer leur propre écosystème, un petit peu comme le fait Apple. Et on sent vraiment justement qu'ils essayent de concurrencer Apple sur ce créneau-là et dire, bah voilà, nous, on peut être partout. C'est assez marquant, le fait. D'ailleurs, entre parenthèses, le Google Home Hub n'utilise pas Android Things, qui est le système d'exploitation qu'ils ont développé pour les objets connectés. C'est quand même assez ironique. Accessoirement, ça leur permet, avec l'absence de caméra et le fait qu'ils peuvent utiliser un processeur moins puissant, de réduire le prix, forcément. Mais c'est intéressant qu'ils n'utilisent pas Android Things. Et le fait qu'ils n'aient pas mentionné une seule fois le nom d'Android, c'est quand même... ça aurait été inimaginable il y a 2 ou 3 ans. Évidemment, ils sont en concurrence, en quelque sorte, avec les autres constructeurs sur Android. Mais c'est devenu une situation assez intéressante où l'abondance d'offres de produits Android fait que plus personne ne veut se réclamer d'Android. On sait que Samsung ne prononce plus le nom d'Android depuis longtemps, c'est plutôt la marque Galaxy. Et ils sont d'autres dans ce cas pour se différencier un petit peu ou pour se donner une image différente. Évidemment, on sait que ça tourne sur Android, mais c'était quand même intéressant qu'ils ne le mentionnent pas. Du coup, on en vient à au gros morceau de cette conférence, les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Pour rappeler un petit peu la situation, le Pixel 2 était un téléphone qui avait été très bien reçu, en particulier pour... alors, c'est une expérience Android pure, bien sûr, comme on peut s'en douter de la part de Google, mais également parce que la qualité de l'appareil photo était hyper importante. On en a parlé la dernière fois, les pixels ont été leakés jusqu'à plus soif. Ça a été invraisemblable à quel point on savait tout dessus. Et d'une certaine manière, on savait effectivement tout au niveau matériel, mais au niveau logiciel, il y a eu des choses intéressantes, notamment pour l'amélioration de la caméra, on va en parler. Mais donc toi qui as testé le Pixel 3 XL, Manu, et qui a eu le Pixel 3 entre les mains, qu'est-ce que tu en penses? À la limite, j'ai presque envie de dire les caractéristiques techniques
sont assez peu importantes. C'est un bon processeur, un bon écran, une bonne caméra, etc. Mais qu'est-ce que tu en penses à l'utilisation, du coup? Alors, à l'utilisation, c'est assez spécial parce que c'est vrai que, en fait, on a souvent tendance à glorifier Android pur, et moi le premier, hein, ou en tout cas les interfaces qui se rapprochent beaucoup de la pureté qu'a pensé Google à l'origine, et un peu à cracher sur les grosses interfaces un peu lourdes, celles de Samsung, celles de Huawei, qui justement rajoutent plein de trucs et qui deviennent un petit peu compliqués à utiliser. Et en fait, de vraiment retrouver cette interface pure, bah, ça m'a rappelé à quel point les nouvelles interfaces des autres constructeurs sont finalement pas si mal. Ah oui? Parce, oui, parce que en fait, c'est très peu ergonomique et il manque plein de trucs. C'est tout bête, hein. Quand on a l'habitude d'utiliser justement, il faut savoir que j'utilise OnePlus au quotidien, enfin en dehors des tests que je fais sur tous les téléphones. Mon téléphone principal est un OnePlus depuis maintenant plus d'1 an, et c'est vrai que du coup j'ai plein de petits trucs tout bêtes comme descendre le panneau de notification en glissant mon pouce n'importe où sur l'écran. Bah ça y est pas. Chez Huawei, on a un système de recherche, un petit peu comme le fait Apple d'ailleurs. Et chez Samsung, je sais plus ce qu'on a quand on glisse le doigt sur l'écran, mais pareil, on a quelque chose. Et là, d'avoir absolument aucun retour quand on glisse le pouce sur l'écran, bah, c'est déjà un premier truc bizarre. Pour le tiroir d'application, il faut obligatoirement le monter au-dessus de la moitié de l'écran, sinon ça ouvre le multitâche. Et dans ce cas-là, il faut redonner un coup de pouce, donc faire 2 gestes pour pouvoir ouvrir le tiroir d'application. Mais est-ce que c'est des... Pardon, je t'interromps, mais est-ce que c'est des choses qui te posent problème pour des questions d'habitude, ou est-ce que c'est vraiment des soucis de fonctionnalité de l'interface de base d'Android? Alors ça, pour le coup, c'est effectivement une grosse partie d'habitude, mais aussi une question d'ergonomie, parce que, enfin, tout simplement parce que, contrairement à iOS, Android se base beaucoup sur les notifications. On a tout le temps des notifications, et enfin tous ceux qui utilisent Android autour de moi, en tout cas, je les vois tous utiliser leurs notifications, et de ne pas avoir accès facilement au panneau de notification sur un écran aussi gros, parce que là, je parle du Pixel 3 XL, c'est toujours un petit peu gênant. Et pareil pour le tiroir d'application, c'est quand même une partie centrale d'Android, et d'avoir à faire 2 gestes pour l'ouvrir, bah, c'est un geste de plus que chez tous les autres constructeurs, et ça montre quand même qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Après, bon, bien sûr, c'est des petits problèmes qui vont se lisser sur le temps une fois qu'on prend l'habitude, mais moi, en une semaine, c'est des petits trucs qui m'ont vraiment choqué. Après, il y a d'autres fonctionnalités, évidemment, qui sont manquantes, et qui sont présentes chez d'autres constructeurs, notamment, bon, alors ça, c'est vraiment très pointu, mais le calibrage des couleurs de l'écran, par exemple. Là où on a le choix chez tous les constructeurs avec une molette ou un slider qui permet de régler ça très précisément, là on a le choix entre 3 réglages prédéfinis et puis c'est tout. T'as intérêt à trouver ton bonheur, parce que sinon tu l'auras pas. Bah, c'est intéressant effectivement de pointer du doigt le fait que finalement la richesse de l'écosystème Android fait que on peut trouver son bonheur ou son malheur sur les différents appareils, parce qu'il y en a plein qui essayent des trucs intéressants. Il y a quand même des choses positives, je pense, à dire sur le Pixel 3. Non que ça ne me plaise pas qu'on dise du mal de Google, hein, bien sûr, mais il y a des fonctionnalités quand même intéressantes. D'une part, l'écran est de meilleure qualité. Mais surtout, il y a sur l'énorme encoche de devant du Pixel 3 XL et sur la face avant du Pixel 3, 2 appareils photo, dont un grand angle pour avoir des selfies avec tout le monde dans la photo. Ça peut paraître anecdotique, mais finalement, c'est des choses que la plupart des utilisateurs pourront apprécier, je pense. Et puis surtout, il y a des utilisations, des fonctionnalités logicielles comme Top Shot, qui va, à chaque fois que vous prenez une photo, prendre toute une série de photos avant et après, et vous suggérer la photo où tout le monde a les yeux ouverts, où il n'y a pas une écharpe qui a volé devant le visage de votre sujet, etc., avec son intelligence artificielle. Une fonctionnalité qu'ils appellent Super Res Zoom, qui est une fonction de zoom hyper intéressante, hyper maligne,
où ils utilisent les micro-mouvements de votre main pendant que vous prenez une photo pour avoir des informations de parallaxe sur les différents éléments de l'image, pour pouvoir créer un zoom de meilleure qualité, plus puissant. C'est-à-dire que c'est vraiment là encore, c'est la puissance de Google avec le machine learning et la puissance de leur développement logiciel, qui va utiliser, je trouve ça génial, le fait d'utiliser les mouvements de la main pour améliorer le zoom. Il y a d'autres choses, alors qui sont pas vraiment utilisables en France aujourd'hui, mais qui, on l'espère, vont arriver. Là, on rentre presque dans le domaine de la science-fiction, même si tous les éléments existaient jusqu'ici. C'est si vous ne voulez pas répondre à quelqu'un, vous pouvez activer une fonctionnalité qui va faire parler le Google Assistant à votre correspondant et lui demander pourquoi il appelle, transcrire en temps réel la conversation en texte sur votre téléphone et vous laisser décider si vous voulez ou non décrocher le téléphone. C'est hyper utile. Alors aux États-Unis en particulier parce qu'ils ont beaucoup de robocalls, d'appels automatisés et ce genre de choses. Mais on en a quand même pas mal en France aussi. Moi, je trouve que c'est une utilisation absolument géniale de tous les savoir-faire de Google. Alors c'est bon, je sais que c'est un truc que t'as pas forcément pu tester de ton côté, Manu, puisque c'est pas encore utilisable chez nous. Et d'ailleurs, on l'a pas signalé, mais le Pixel 3 est le premier Pixel qui est en vente en France. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup. Mais oui, d'ailleurs, on l'a pas signalé tout à l'heure, mais le Home Hub et la Pixel Slate ne sont pas disponibles, elles, par contre, en France. C'est très dommage. c'est ça, oui, effectivement. Ah bah oui, du coup, je pourrais pas me laisser tenter par le Home Hub. Bon bah, ça résout mon problème. Euh, mais du coup, toutes ces fonctionnalités logicielles, que celles-là, par contre, on les avait pas vues leaker, est-ce que c'est des trucs qui t'ont convaincu, ces histoires de top shot, de zoom, pardon, de large, de grand angle sur la caméra selfie? C'est quand même des petites choses qu'on a peut-être vues ailleurs pour certains cas, mais qui me semblent, moi, assez enthousiasmantes. Alors effectivement, ne serait-ce que le grand angle en façade, c'est pas nouveau puisqu'on avait déjà vu ça au moins sur le LG V30 et V40. Il me semble qu'il y en a d'autres, mais c'est assez rare, c'est vrai. Et c'est très très agréable effectivement quand tu veux prendre un selfie de groupe, quand t'es en soirée et que tu veux prendre un petit peu tout le monde. C'est vraiment très chouette d'avoir ça. Le Top Shot, c'est également très chouette. Alors j'ai C'est eu la sélection très automatique du. oui, effectivement, j'ai eu très très peu de cas où ça s'est révélé, parce qu'il faut quand même le cas pratique où tu prends la photo et c'est quelque chose qui va très vite et du coup bah t'as pas besoin, enfin il faut que tu reviennes un petit peu en arrière pour trouver pile le bon cliché. Ça m'est arrivé une fois en faisant mes tests sur une photo de chat, parce que bah on sait que les animaux voilà. Ça bouge très vite et c'est un peu impossible à cerner en avance. Donc voilà, j'ai voulu prendre une photo. Au moment où j'ai déclenché la photo, il a tourné la tête. J'ai pu prendre la photo qui était quelques dixièmes de seconde avant qu'il tourne la tête. Donc c'était parfait. C'est-à-dire que normalement Google suggère et propose la meilleure photo dans ce laps de temps, un petit peu comme en fait avec les live photos d'Apple, on peut déjà faire ça, mais il faut le faire à la main. Là, c'est ce que tu as pu faire aussi. Normalement, peut-être que ça le fait pas pour les chats, mais Google suggère directement la bonne photo du truc général que vous vouliez prendre. Donc bon, à voir si ça fonctionne effectivement dans les faits ensuite. Non, mais ça fonctionne effectivement très bien. Il y a toujours, en fait, tu peux après switcher et descendre. Tu vois une timeline de plusieurs secondes avec plein de photos et tu as un petit point sur la photo principale, un petit point sur la photo conseillée et tu peux choisir soit une des deux photos en question, soit plein d'autres photos au milieu de cette timeline. Et bon, en général, les autres sont pas terribles, mais les deux qui sont conseillés, enfin les deux qui sont pointés en général sont les deux que tu vas regarder en priorité parce que l'intelligence artificielle de Google pour le coup est vraiment très très puissante et très efficace. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train d'arriver en vitesse de croisière sur ces appareils et que ce type de fonctionnalité, c'est un peu les fonctionnalités qui nous ont fait aimer Gmail au moment de sa sortie. Parce que oui, on connaissait déjà le mail, mais ils avaient pensé, grâce à leur connaissance, leur expertise en algorithme et en logiciel finalement, comment repenser un petit peu le mail.
Et Gmail est devenu, bon, certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas, mais c'est quand même devenu un énorme élément incontournable des clients mail. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de commencer à faire la même chose en insérant tout plein d'expertise que seuls eux peuvent avoir finalement pour développer des services qui modifient l'expérience utilisateur de l'appareil. Peut-être que j'exagère, je me laisse emporter, Manu. Je suis assez d'accord avec toi, d'autant qu'il y a quelque chose qui est très très important sur les appareils photo de nos smartphones, c'est le fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment invisible à l'utilisateur. C'est-à-dire que quelque chose qui est très représentatif de ça, c'est que en plus de toutes ces fonctionnalités que tu as citées, il y a deux autres fonctionnalités qui s'appellent Photo Booth et Playground, qui permettent de prendre des photos. Donc Photo Booth, c'est le côté cabine photo où tu lances le truc et il va te prendre plusieurs photos en fonction des poses que tu prends. Et t'as pas besoin d'appuyer en fait, et il va te prendre 4, 5 photos, je sais plus, à chaque fois que tu prends une pose différente. Donc ça, c'est le côté cabine photo. Et une autre qui s'appelle Playground, où là, ça te fait apparaître un petit truc en réalité augmentée, genre Iron Man ou un Porg de Star Wars, qui sont d'ailleurs très très bien intégrés à l'écosystème, enfin à l'image que l'on prend. On a Iron Man qui réagit à ce qu'on fait. Si tu lèves le pouce, il va lever le pouce aussi. C'est très bien pensé. Ah oui, c'est pas juste qu'il y a Iron Man devant toi en réalité augmentée, c'est une sorte d'intelligence artificielle. Il va bouger, il va faire des trucs, quoi. C'est ça. Mais ça, en fait, c'est des modes de l'appareil photo. C'est-à-dire que tu lances l'appareil photo, il faut que tu ailles toi-même dans l'option plus et que tu choisisses Photo Booth ou Playground, un petit peu comme tu choisirais le photosphère, le panorama ou des trucs comme ça. Et toutes les fonctionnalités que tu as citées, en fait, c'est des fonctionnalités qui sont invisibles parce que tu prends ta photo et c'est après coup, si tu t'aperçois que ta photo est pas terrible, que tu peux vérifier et dire ah bah voilà, je vais prendre celle-là parce qu'elle est un petit peu mieux et dans ta timeline. C'est des trucs qui améliorent ton expérience directement avant même que tu en aies besoin justement. Il va te le proposer lui-même. Et là où c'est frappant, je trouve, c'est que déjà le Pixel 2 était considéré comme le meilleur appareil photo, malgré le fait qu'il ait un seul objectif au dos. Il était le meilleur appareil photo de tous les smartphones, considéré par beaucoup de gens. On a vu d'ailleurs Samsung qui a sorti un appareil photo avec 4 objectifs pour son A9. Et là, il améliore encore les fonctionnalités de l'appareil photo. Alors, les photos sont meilleures de base, mais en plus de ça, il y a plein de... Et on sait que les photos sont l'une des utilisations principales que font les gens de leur téléphone. Donc, ça me semble être vraiment une bonne direction à prendre pour Google. Marion, je vais me retourner vers toi pour te poser la question qui tue, avant de donner la conclusion à Manu. Est-ce que toutes ces fonctionnalités font que tu pourrais être séduite par un Pixel 3 ? Alors, oui, je suis séduite par le Pixel 3, mais absolument pas pour les améliorations photo, parce qu'en fait, je prends pas... Tu me détruis tout mon raisonnement, là. Exactement, je me fais un plaisir de détruire ton raisonnement. Non, mais il faut bien une exception pour confirmer la règle. En effet, moi, je prends pas de photos avec mon iPhone, ou très peu, ou avec mon smartphone. Donc, en fait, j'en ai vraiment, mais rien à faire. J'aime pas prendre des photos avec le smartphone. Je trouve ça... j'ai pas de plaisir, en fait. Alors oui, évidemment, j'utilise quand j'en ai besoin, mais c'est vraiment pour un aspect pratique, pour ne pas oublier quelque chose, pour avoir des informations, genre des horaires, etc. Donc, vraiment un usage vraiment très spécifique. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu d'Android, donc je suis un peu rouillée sur Android, puis j'aimerais bien tester les nouvelles, la dernière version Android Pie, et du coup le Pixel 3 me fait de l'œil. J'aime beaucoup en plus le design industriel, l'objet en tant que tel, avec le rendu, même si c'est du verre, il y a un rendu mat pour éviter les traces de doigts, avec un rendu glossy tout en haut. Oui, le bi-matière, qui d'ailleurs, entre parenthèses, il semble soit assez scratchy. Les premiers retours disent, dès que vous mettez des clés à côté, elle laisse des traces. Mais bon, c'est un détail. Donc ça, c'est... Alors, pour le coup, j'ai pas essayé avec des clés. Par contre, j'ai donné des coups d'ongles pour vérifier, pour essayer de voir si on pouvait gratter la matière. Parce qu'en fait, c'est une peinture sur du verre, en fait. C'est une peinture soft touch. Donc, j'ai essayé de gratter un petit peu. Et à chaque fois, les petites griffures que j'ai pu faire avec mes ongles ont toujours disparu.
D'accord. Bon, peut-être que c'est un self-healing matériel qui se soigne lui-même. Mais pardon, t'as interrompu Marion. Donc Vas-y, du coup, termine. voilà, moi je suis très très fan du design du produit, le look. Je déteste le rendu de l'iPhone 10, je le trouve chiant et en plus je trouve que ça fait vieux. Donc moi je suis vraiment plus Pixel 3 pour le coup. Je vais peut-être en choquer certains. Après bon, l'iPhone, encore une fois, comme je le mets dans une coque, je vois pas le rendu du dos, donc ça me perturbe pas plus que ça. Mais c'est vrai que le look du Google Pixel 3 pour moi est très très réussi. Même si ça change pas énormément de la génération d'avant, mais voilà, ils ont quand même réussi à avoir le chargement sans fil avec un dos en verre et quand même avoir un rendu qui a de la personnalité et qui tombe pas dans le classique de ce qu'a fait Apple. Alors, Manu, conclusion. D'abord, est-ce que cette encoche énorme sur le XL est gênante? Et ensuite, qu'as-tu pensé du téléphone en gros, en conclusion, quoi? Alors, est-ce qu'elle est gênante? Alors, ça dépend des goûts, je pense, parce que il y en a qui apprécient les encoches, enfin, qui trouvent pas ça gênant. Moi, je la trouve effectivement beaucoup trop grosse. En plus, c'est bizarre parce que la barre de notification paraît vraiment énorme. Et on ne peut pas la cacher. Encore une nouvelle fois, quelque chose qui manque sur l'expérience Android pure de Google. En plus, bah, comme toujours, il y a des applications type Snapchat qui prennent pas en compte l'encoche. Et donc, bah, tu prends ta photo, mais tu as une partie de ta photo que tu vois pas parce que elle est cachée par l'encoche. Ou alors sur YouTube, le contour de l'encoche est gris. Donc, je trouve que ça casse un peu l'immersion sur ton contenu. Et tu as déjà un petit cadre noir si ta vidéo est en 16 ou en 18 neuvième, enfin, par rapport au format de l'écran. En plus, tu as une petite bordure grise. Et en plus, si tu ouvres un menu, tu as une bordure blanche qui se rajoute par-dessus. Enfin, c'est vraiment pas du tout bien pensé. Et pourtant, là, on parle de YouTube, qui est pourtant une application Google. Donc, qui pourrait quand même s'intégrer plus ou moins bien à un smartphone de Bon, Google. on imagine Sinon, qu'elle va être adaptée. Mais donc, je comprends que tu détestes j'espère. le Google Pixel 3. Tu l'abhorres, c'est Ah, une... attends, moi j'ai une petite question pour toi, Manu. Est-ce Oui. que tu as pu tester le Pixel 3 avec le stand? Alors, j'ai le stand. Ulrich a pu essayer le petit Pixel 3 avec le stand. Le problème, c'est il fallait que Google pousse lui-même, enfin eux-mêmes, la mise à jour pour que ça fonctionne. Ah, d'accord. J'ai pas réussi à leur expliquer que j'avais besoin de cette mise à jour aussi. Donc, je l'ai pas essayé personnellement, mais Ulrich l'a essayé et Julien a pu l'essayer aussi. Mais là, pour le coup, je saurais pas t'en dire beaucoup plus. Il faudra attendre la sortie du téléphone, en fait, où là, la mise à jour va être déployée pour tout le monde. Qui D'accord, sort parce quand que d'ailleurs? Pardon, vas-y Marion. non, non, juste pour dire, c'est quand même intéressant d'adapter l'expérience selon si tu utilises ou pas le smartphone et de détecter que quand tu le poses sur le stand, tu peux adapter les informations qui sont affichées. Je trouve que Mm. c'est tout simple, mais encore une fois, c'est un petit détail de l'expérience qui est intéressant. Oui, parce que les informations peuvent effectivement être différentes quand tu le mets sur le stand en fonction de l'heure, etc. Donc ça se transforme vraiment en Oui, assistant, c'est enfin ça. en Google Ça Home, peut quoi. faire assistant, ça peut faire cadre photo, ça peut faire plein de petits trucs. C'est plutôt sympa. Effectivement, c'est surtout sympa d'avoir pensé à faire ça, alors que tous les constructeurs ils utilisent leur chargeur sans fil comme un chargeur sans fil, Mm, voire même comme un chargeur filaire souvent. Enfin, mm. tu poses ton téléphone et puis c'est tout. Et comme il est posé sur la table à l'horizontale, bah finalement tu peux même pas l'utiliser, alors que là il est un peu relevé, donc tu peux même l'utiliser pendant qu'il charge. C'est très pratique. Alors, on va conclure. Donc, date de sortie, excuse-moi, je m'en souviens plus. Et puis, effectivement, comme je le disais, qu'est-ce que tu penses vraiment de l'appareil? Date de sortie le 2 novembre. Si vous l'avez précommandé, enfin nous on l'a précommandé dès le départ et c'était livraison le 7 novembre, donc il y a quand même des stocks assez réduits. Mais il est disponible aussi, si je dis pas de bêtises, Fnac, Boulanger, Darty et chez les opérateurs. Donc il y a peut-être moyen de l'avoir le 2 novembre. Et ce que j'en pense, alors j'étais totalement bluffé par la photo, clairement. Que ce soit appareil photo principal ou l'appareil photo frontal, toutes les photos que tu fais sont réussies. C'est impossible de rater une photo avec un Pixel 3 XL et c'est totalement bluffant dans des conditions vraiment déplorables. Il fait nuit et ça vaut aussi pour les vidéos, ce qui est rare. Tu peux prendre des vidéos en 4K dans un endroit très sombre. Il va quand même te faire une belle vidéo. Il va quand même te stabiliser l'image. C'est vraiment très, très impressionnant à ce niveau-là. Le problème, c'est que, bah,
Google en a oublié un petit peu le reste de l'expérience. Alors, il y a la partie logicielle, j'en ai parlé tout à l'heure, et bon, il y a plein d'autres trucs qui vont pas, comme par exemple le fait que tu peux pas installer le launcher alternatif, qui est quand même une grosse partie de l'usage Android, enfin pour beaucoup, sans casser le multitâche du téléphone. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et il y a aussi le fait que le reste du téléphone est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone, d'un iPhone de Google en fait. C'est un peu l'iPhone d'Android, ces pixels. Et du coup, on attend qu'il soit vraiment parfait sur tous les points. Pour le coup, moi j'ai trouvé que l'autonomie était un petit peu décevante. Je suis obligé de le recharger à mi-journée parce que bon, j'ai une utilisation un peu intensive de mon smartphone, mais je suis obligé de le recharger à mi-journée, alors qu'avec d'autres téléphones, j'arrive à tenir une journée et demie avec sans problème. Même au niveau des performances, même s'il a une très très bonne fiche technique, il a le meilleur processeur qu'on puisse trouver actuellement sur le marché. Il a 4 Go de RAM, ce qui est en soi suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Il est fluide, mais si tu pousses l'expérience sur des jeux, par exemple, tu vas remarquer qu'il y a quand même des petits lags et des petits ralentissements que t'as pas forcément sur d'autres smartphones avec la même fiche technique. Et ça, je trouve ça vraiment dommage de la part de Google, qui était censé nous proposer justement la vitrine technologique d'Android et qui a pas réussi à le faire, ou en tout cas pas autrement que sur la photo. C'est dommage pour ce prix-là quand même. Et Oui. effectivement, c'est le dernier point que je voulais évoquer. On est quand même à 859 € pour le Pixel 3 et 959 pour le 3 XL. On est dans une expérience du téléphone premium. Donc oui, c'est effectivement un petit peu décevant. Je pense que pour la plupart des utilisateurs, ça va être l'appareil photo qui va être le plus important. Mais oui, il est important de noter quand même que si les performances souffrent, il faut le savoir. Ok, merci pour ces avis. Google, on leur souhaite quand même bon courage. Il faut rappeler que jusqu'à maintenant, les pixels, c'était quand même, je sais plus, ils en ont vendu quelque chose comme 5 millions dans l'année dernière, des Pixel 2. Ils en vendent à peu près 5 millions par an, 5 ou 10. Ça représente 2 semaines de vente d'un gros constructeur comme Apple ou Samsung. Donc voilà, ça reste quand même un petit acteur, mais il continue à progresser lentement mais sûrement. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Manu ? Oui, je voulais rajouter que aussi, s'ils en vendent moins, c'est aussi parce qu'ils les vendent dans moins de pays. Donc ça paraît aussi un peu normal. Et dans moins de pays, aux États-Unis, c'est limité à certains opérateurs. On a toute cette histoire aussi, effectivement. C'est ça. Avançons un petit peu. On a passé beaucoup de temps sur Google, mais je pense qu'il le méritait. Avant de parler de nos news et rumeurs, je voudrais évoquer un tout petit peu le Patreon. Vous le connaissez, hein, à chaque fois qu'on arrive à la moitié de l'émission, je vous fais un petit topo sur le Patreon, le seul moyen de soutenir l'émission et le seul moyen avec lequel l'émission se finance. Si vous appréciez ce que vous entendez, si vous appréciez nos conversations, si vous passez de bons moments en nous écoutant, vous pouvez soutenir l'émission qui est disponible pour tout le monde gratuitement, mais qui est soutenue par ses auditeurs, des auditeurs comme Stravianos qui nous dit, c'est court et efficace: je t'écoute depuis très longtemps et j'apprécie énormément la qualité de ton travail et celle de tes invités, j'arrive plus à lire. Par ma modeste contribution, je désire saluer la qualité de ton travail et ton indépendance qui me semble très importante. Continue comme ça. Merci Stravianos. Et effectivement, si vous voulez saluer la qualité du travail et contribuer à l'indépendance de l'émission, qui est importante également, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à le faire, ne serait-ce que pour voir ce que ça représente. Il y a des récompenses sympathiques et vous pourrez surtout participer à la création de l'émission. Parlons encore un petit peu téléphone, mais des téléphones un petit peu plus étranges. Andy Rubin, donc le créateur d'Android à l'époque, et aujourd'hui le président et le fondateur de Essential, une marque de téléphone dont le premier a été un petit peu boudé par les marchés, on va dire, se concentre aujourd'hui sur un plus petit téléphone qui fonctionne essentiellement avec des commandes vocales, mais on parle effectivement d'un téléphone avec un petit écran, et on a également l'annonce d'un nouveau Palm, qui est une marque qui a connu une heure de gloire, ou plutôt quelques années de gloire, qui aujourd'hui évidemment s'est faite un petit peu bouffer par les smartphones nouvelle génération, mais qui revient sous licence
avec un concept qui pourrait être intriguant, qui est un tout petit téléphone, qui a un écran, je dirais peut-être de 2 pouces et demi, quelque chose comme ça, vraiment minuscule, et qui est vendu exclusivement aux États-Unis chez Verizon pour quand même 350 $, mais qui ne fonctionne qu'avec un autre téléphone. C'est-à-dire qu'il a l'ambition d'être votre téléphone du week-end, qui a très peu de fonctionnalités, mais que vous utilisez uniquement quand vous ne voulez pas utiliser votre téléphone finalement. C'est un peu le dumb phone sans être complètement un dumb phone parce qu'il a quand même quelques fonctionnalités. Il reçoit bien sûr les SMS, etc. Mais il a aussi un navigateur, il peut faire quelques petits trucs de base. Et comme je le disais, il ne fonctionne qu'avec un autre téléphone, c'est-à-dire qu'il utilise le même numéro de téléphone et vous ne pouvez l'acheter que si vous avez déjà un autre téléphone. C'est un petit peu une smartwatch géante peut-être ou ce genre de choses. Est-ce que ces concepts de tout petit téléphone pourraient vous intéresser ou est-ce qu'on est vraiment dans le gadget un peu ridicule? Je vais poser la question du coup à Marion qui... je ne sais pas pourquoi, à Marion, tiens, voilà. À 350 $, c'est sympa comme gadget. Mais tu sais, quand ton téléphone coûte 1150, 350, Oui, c'est un c'est vrai. petit add-on, quoi. C'est vrai qu'on n'est plus à ça près. Ouais, enfin, bon, quand même. Je trouve l'idée rigolote, étrange, mais rigolote. En effet, par exemple, lorsque je vais courir, avoir un grand téléphone et un grand téléphone, c'est pas très grand, mais c'est quand même un iPhone 10. C'est gênant, surtout que j'ai vraiment pas besoin d'avoir toutes mes fonctionnalités. Donc c'est vrai que avoir un téléphone déporté plus petit où j'ai des applications essentielles type Citymapper ou Spotify, ou ce que j'ai besoin pour courir, etc. Ça pourrait être intéressant, mais à ce prix-là. Hmm. Genre quelque chose qui aurait un tout petit écran et puis que tu pourrais accrocher au poignet et Ouais, une c'est montre ça, connectée, quoi. exactement. C'est finalement une montre connectée. Bah, il a des fonctionnalités intéressantes, genre on peut le passer en mode, ce qu'ils appellent le mode Life Mode, je crois, avec le petit palme, qui fait qu'il est complètement déconnecté. C'est presque l'avoir éteint, quoi. Bon, on peut utiliser les apps, mais il est pas juste en mode avion. Il éteint les antennes. Ce qui fait qu'on peut, moi j'imagine, on peut partir en week-end avec ce truc et on l'utilise, on le rallume 2-3 heures ou je sais pas, 8 heures par jour et puis après on l'éteint. C'est vraiment pour les gens qui veulent se déconnecter mais rester quand même joignable. C'est un dumb phone finalement, mais avec les avantages du smartphone. Toi, ça te parlerait un petit peu plus peut-être, Manu? Alors moi, ça me parle pas du tout et je pense que ils oublient un petit truc, c'est que aujourd'hui, si les téléphones sont de plus en plus grands, c'est aussi pour répondre à une demande du marché et nos téléphones sont de plus en plus des stations multimédia qui nous permettent de faire plein de trucs et notamment de regarder des vidéos et d'avoir un petit écran. Je pense que ça va en gêner plus Oui, mais c'est que pour ça ça va en... il ne se vend qu'en accessoire d'un grand téléphone, tu vois. Et plus les téléphones sont grands, plus on a besoin d'un petit truc de temps en temps. Non? Bon, t'as pas l'air convaincu. Ouais, non, C'est complexe, hein. C'est Ouais. complexe comme message marketing à communiquer, je trouve. Ouais, moi je trouve l'idée, au moins elle est originale et intéressante. Je pense qu'elle est intéressante. Après, c'est peut-être intéressant, mais inutile. Mais je trouve que l'idée est intéressante. Bon. Je trouve que 350 $, effectivement, Hmm. juste pour une utilisation vraiment très ponctuelle, c'est trop cher parce que bah, si tu pars en vacances, si tu veux te déconnecter, bah, tu peux aussi déconnecter toutes les notifications de ton smartphone. Tu as des applications qui peuvent le faire. Tu as plein de trucs qui peuvent Ah faire ça. oui, Et si tu veux vraiment quelque chose de petit, bah, pour aller courir, maintenant, tu as des montres connectées. Tu as plein de trucs qui en plus, t'apportent d'autres fonctionnalités, un capteur cardiaque ou même mais oui, mais l'heure au justement, quotidien. tu veux pas toutes ces fonctionnalités. Et ta montre, bah oui, tu vas la prendre et elle va se vider, sa batterie va se vider en un ou deux jours. Si tu pars en C'est vrai. vacances pendant une semaine, t'es bien emmerdé. Et puis, passer ton coup de fil sur ta montre, c'est sympa en appoint. Mais si tu pars pendant une semaine en vacances, bah... Bon, j'essaye de défendre le palme, hein, vous l'avez compris, mais... Voilà, donc vous pouvez vous faire votre idée sur cet appareil. De toute façon, il est disponible qu'aux États-Unis encore, mais peut-être qu'il arrivera chez nous un jour. Tiens, parlons un petit peu de reconnaissance faciale. Il y a plusieurs petits sujets qui m'ont paru intéressants. D'abord, aujourd'hui, les consultants en sécurité recommandent aux forces de l'ordre de ne pas regarder les téléphones qui se débloquent avec le visage, les téléphones iPhone, notamment iPhone 10, 10S, etc.,
Parce que si on les regarde trop de fois et que le Face ID ne réussit pas à débloquer le téléphone trop de fois, parce qu'il ne reconnaît pas le visage, eh bien, il repasse au mot de passe, enfin au code, et le code, on ne peut pas obliger un suspect à l'entrer, à le mettre sur son téléphone, alors que avec l'empreinte digitale ou le visage, on peut simplement l'obliger légalement. Hein. Là, je ne parle pas de ce qu'on peut faire physiquement, mais on peut l'obliger légalement à l'utiliser. Donc, c'est marrant de se dire qu'il faut que les forces de l'ordre ne regardent pas le téléphone, parce que sinon, ça va repasser au code. On a une utilisation intéressante de l'intelligence artificielle qui va non pas flouter les visages dans les images qui sont collectées pour différentes utilisations, comme notamment les Street View de Google ou ce genre de choses, mais non pas flouter les visages pour éviter que, pour des questions de vie privée, mais changer les visages. C'est une utilisation hyper intéressante et originale de ce type de technologie, c'est-à-dire que ça va créer un visage qui n'existe pas, et de manière assez convaincante, c'est juste un autre visage de quelqu'un qui n'est pas la personne qui était dans la photo. Je vais vous donner la parole dans une minute, mais je voudrais quand même ajouter également ce dernier usage de la reconnaissance faciale hyper intelligent pour les animaux, c'est-à-dire que Snapchat crée désormais des lenses, vous savez, ces sortes d'ajouts sur les visages qui sont faits en réalité augmentée avec des petits chapeaux, des langues on tire la langue, on met des lunettes, etc. pour les chats. Et donc, vous pouvez enfin prendre des images sur Snapchat, des stories sur Snapchat avec votre chat, et votre chat aussi aura un chapeau de sorcière pour Halloween ou ce genre de truc sur la tête. Je trouve ça génial, je comprends pas comment personne n'y a pensé avant, quoi. Comment est-ce que la technologie a mis aussi longtemps pour arriver à ce genre de choses? Alors, Pardon, Marion? Stop, tu as coupé. Donc, en fait, il va falloir que tu redises tout ce que tu viens de dire. Ah zut. C'est une coupure de 10h50. Voilà, pile poil à 10h50. Comme je vous prévenais juste avant. Bon, bah écoutez, je vais une seconde. Et donc voilà, je vous ai fait le résumé. Dites-moi quelle est cette. Enfin, vous êtes d'accord que le sujet principal de cet épisode, c'est quand même les lenses Snapchat pour les chats, quoi. On est d'accord. Whisky est d'accord en tout cas. Hein. Mon chat approuve. Fripouille apprécie pas trop, mais moi j'apprécie en tout cas. Ouais, oui, en fait, pour être plus honnête, c'est plus le propriétaire qui apprécie, le chat se demande un peu ce qu'il fait. Mais bon, j'en rigole, mais franchement, c'est une utilisation du truc. Oui, c'est trivial et c'est marrant et c'est une blague, mais comment est-ce qu'on n'a pas pensé à faire ça plus tôt, quoi? C'est les animaux, enfin, Internet, c'est les chats. C'est quand même par là que ça a commencé. Et le fait de pouvoir mettre des lunettes de soleil à son chat, c'est une avancée technologique majeure. Mais je plaisante à peine, quoi. C'est un truc. Mais je suis complètement d'accord. En plus, voilà, le choix avec la pastèque, tu peux reproduire des mèmes ou le transformer en licorne. Enfin, j'ai rigolé pendant une demi-heure après avoir testé les filtres et j'arrivais même pas à en parler lors du Texcope tellement je riais en regardant les photos. Donc c'est vraiment très marrant. Bon, ils ont trouvé la prochaine fonctionnalité que Instagram pourra copier. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Instagram, ça va arriver dans Instagram d'ici un mois maximum, quoi. On peut prendre les paris, hein. Oui, non, mais je suis sûr, je suis sérieux, ça va arriver, peut-être pas un mois, mais ça va certain. arriver. Bon, Adobe a fait une série d'annonces sur ses produits iPad notamment. Il y a une vraie version de Photoshop qui va arriver, qui est déjà en test et qui a l'air très convaincante. Et c'est enfin le vrai Photoshop qui arrive en 2019. Il y a d'autres applications comme des applications pour faire de la création de contenu en réalité augmentée ou un petit logiciel de montage un petit peu simplifié qui arrive également en bêta sur iOS, Windows et Mac aujourd'hui. Il arrive sur Android en 2019. Mais bon, c'est surtout le vrai Photoshop qui arrive en 2019 sur iPad. C'est une étape, je pense que ça parlera pas à énormément d'auditeurs, mais c'est une étape quand même symbolique puisque Adobe s'était battu contre Apple pour imposer Flash sur les téléphones mobiles il y a 10 ans de ça, au moment de la sortie de l'iPhone premier du nom et dans les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, force est d'avouer que je veux pas dire c'est Apple qui avait raison, mais c'est Apple qui avait raison.
et Flash a disparu, et Adobe a complètement adopté le développement d'applications sur ces appareils. Si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et sinon, on continue à avancer à un rythme effréné pour vous dire qu'en Californie, je parlais de la Californie à l'épisode dernier pour dire ils sont quand même assez avancés dans la légalité de la tech et ils ont voté une loi selon laquelle les bots devront s'annoncer comme non humains si, dans certains cas, hein, c'est dans le cas de robocall et de ce genre de choses. Google a reparlé de son moteur de recherche en Chine et Sundar Pichai a engagé le mode maintenant on va commencer à en parler publiquement parce que ça va arriver. Mais il a dit quand même des choses intéressantes comme le fait que dans tous les pays du monde, Google doit s'adapter aux lois et aux coutumes locales. Et dans le cas de la Chine, il pourrait fournir des services intéressants aux utilisateurs chinois. Prenez l'exemple d'une recherche sur un problème de santé. Et souvent, les moteurs de recherche existants ne vont peut-être pas fournir une réponse aussi pertinente que pourrait le faire Google. Alors, c'est un moyen de passer de la pommade, et ça n'enlève pas la nature des problèmes que poserait un moteur de recherche en Chine, mais je pense que ce qui est important à signaler, c'est que la raison pour laquelle il y a une telle levée de bouclier dans ce cas, c'est pas est-ce que Google peut ou non fournir un service intéressant aux utilisateurs chinois. C'est plutôt que Google a, il faut pas l'oublier, quitté la Chine de manière fracassante il y a quelques années de ça. Donc c'est le fait qu'ils y reviennent et qu'ils reviennent sur leurs décisions éthiques en quelque sorte qui fait du bruit, plus que le fait qu'ils aillent en Chine tout court. Et puis vous savez quoi, je vais conclure avec un sujet dont je voulais parler un tout petit peu. On a d'autres sujets comme le fait que les iPhone XS les plus achetés sont les plus chers. Voilà, si on doutait du fait que les iPhones chers sont les plus populaires, maintenant on a la preuve. C'est pas très étonnant en considérant que l'iPhone XR va arriver aussi et que du coup ceux qui veulent un iPhone pas cher vont attendre un peu, je pense. Ah, très bon point, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Ceux qui achètent un 10S aujourd'hui, c'est ceux qui veulent un iPhone cher. Mais il n'empêche, c'est quand même, ils vendent, tu vois, ils pourraient avoir un 10S normal et ils achètent un 10S Max super gros et c'est intéressant dans le choix, quoi. Microsoft a donné des brevets à la fondation qui protège les logiciels open source, dont Linux, bien sûr. Ça aurait été inimaginable il y a quelques années encore. Et malheureusement, l'un des cofondateurs de Microsoft, Paul Allen, est décédé hier. Un cancer l'a emporté. C'est bien sûr toujours un petit peu mélancolique ce genre de moment parce que c'est l'un des fondateurs de la société, donc l'un des fondateurs de l'informatique moderne, et en plus il était devenu un philanthrope notamment dans le domaine des arts mais pas que aux États-Unis, et voilà, il est parti à 65 ans, je voulais le noter. Et enfin, je voulais dire quelques mots quand même sur l'initiative France Num du gouvernement, qui est une initiative qui vise à aider principalement les TPE-PME à opérer leur transition numérique. Ça se présente sous la forme d'un site qui va présenter plusieurs services. Il va y avoir des témoignages de personnes qui ont fait cette transition. Il va y avoir des outils qui vont permettre de trouver des événements ou des formateurs dans les locaux pour aider les différentes entreprises. Il va y avoir des outils qui vont permettre de trouver des accompagnements en fonction de la taille de sa société, de l'endroit encore une fois où on est, etc., à quoi on peut avoir droit pour nous aider. Et c'est vraiment notable parce que la France, qui a énormément de TPE et de PME, est quand même en mauvaise position dans l'Union européenne, alors qu'on est un des pays principaux. Peut-être que la taille joue contre nous, bien sûr, mais on est, je crois, 18e dans le développement numérique des entreprises. Et c'est vraiment un problème compliqué, quoi. C'est un problème compliqué à résoudre. Comment encourager ou comment accompagner les entreprises, quand on parle d'entreprises qui sont parfois tout petites, de quelques personnes, peut-être des artisans même, pour
une transformation numérique qui aujourd'hui n'est plus une sorte de découverte. Ah, il y a des gens qui tapent à la porte parce qu'ils disent Marion, il est temps de venir travailler. Désolée, j'ai des travaux qui viennent de commencer, je me mute. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais comment le faire en fait? On est 16e sur 28. Est-ce qu'un site va être la solution à tout? Évidemment non. Mais comment faire ça? C'est vraiment un problème compliqué pour les gouvernements, pas que le gouvernement français, mais est-ce que vous pensez peut-être, Manu, que ça peut aider ce genre d'initiative? Est-ce que les gens vont se mettre tout à coup à aller sur ce site? Si je suis responsable d'une entreprise, je me dis, comme ça, a priori, je regarde le truc, je me dis, bah non, mais enfin, on s'en fout de ce site, mais si moi je suis responsable d'une entreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, qu'est-ce que je fais pour profiter des opportunités ou même pour faire ce qui est nécessaire pour faire passer à mon entreprise cette transition? Bah, peut-être que le site est un bon début, c'est un site qui est du gouvernement, qui peut me donner des informations, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire, toi, Manu? Je sais pas, je dois avouer que je suis un peu perplexe et que surtout, aider la transition numérique en demandant d'aller sur un site, déjà c'est forcer un peu le pas. Et ben oui, mais comment faire d'autre, tu vois? Si tu es responsable du truc, tu vas nommer quelqu'un pour la transition numérique et puis cette personne va, ou toi-même, tu vas le faire si tu es dans une petite société. Et cette personne va devoir se renseigner. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas aller dans la rue demander aux gens, tu vois, monsieur, comment on utilise, comment on fait pour. Et puis c'est pas juste utiliser un iPhone, c'est vraiment amener son entreprise à l'ère du numérique. Ça peut être compliqué pour certains, tu vois. Donc il faut aller dans des. Pardon, je t'ai interrompu quand tu répondais à ma question. Non, mais non, puis ça soulève plein de questions. Et la première, c'est est-ce qu'on a réellement besoin de passer au numérique obligatoirement dans toutes les TPE, dans toutes les PME? Je reste assez sceptique en fait. C'est vrai. Moi, je dirais. Alors, évidemment, si t'es boulanger, peut-être pas. Mais même, tu sais quoi, même pour un boulanger, ta vie de quartier, savoir comment utiliser les réseaux sociaux c'est pas forcément indispensable pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut que chacun ait l'opportunité de le faire. Tu peux trouver. Moi, je sais que on peut. Quand ma femme cherche des trucs dans le quartier, elle a besoin d'une présence web, même pour les magasins du quartier, pour savoir quand ils sont ouverts, quand ils sont fermés, ce qu'ils proposent un petit peu. Enfin, il y a un minimum, je crois, pour tout le monde, non? C'est vrai, mais l'entreprise en elle-même n'a pas besoin de ça. Google le fait déjà, en fait. Mais il faut savoir l'utiliser. Tu peux pas laisser ta vie de ton entreprise à la merci de Google seul. Oui, il y a un minimum de travail de référencement quand même à faire. Et puis, il y a des outils simples pour le numérique, pour mettre en place le numérique dans l'entreprise qui peuvent vraiment aider la vie au quotidien, ne serait-ce que la centralisation de devis, de factures, enfin des choses comme ça. Ça passe pas non plus par le passage au numérique pour tout ce qui a trait à la société. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire qui peuvent vraiment rendre les petits business locaux plus compétitifs aussi. Et facilement trouvable aussi, parce que c'est ce que tu disais, hein, Patrick, il faut pouvoir les trouver aussi, même si on a envie de compter sur les petits business locaux, ça peut aider. Mais comme Manu, j'ai des doutes sur ce site. Enfin, comment les gens vont savoir qu'il y a un site dédié à ça. Enfin... Ah oui, mais à ce moment, on n'a pas de solution, quoi. Je veux dire, si le gouvernement fait un site d'aide à la transition numérique qui est simple à utiliser et qui vous redirige comme il faut, et que même là, on dit « Ah bah oui, mais les gens vont pas le trouver », à ce moment, enfin, je sais pas, on envoie une personne dans chaque entreprise pour leur dire « Monsieur, tu vois, quelle est la solution ?» Il n'y a pas de... Non, si, mais en fait, je sais sûr. quelle est la solution. Je sais quelle est la solution. Vas-y. Toute cette histoire était juste un prétexte pour moi pour vous dire que la vraie et la seule solution, c'est d'imposer à toutes les TPE, toutes les PME, d'écouter le rendez-vous tech. Exactement, évidemment. Marion, évidemment. C'est une très bonne idée. Mais vous savez, très beau placement produit. On plaisante, mais je pense vraiment que ça peut être un moyen de familiariser les gens avec l'actualité numérique. Alors bien sûr, nous on plaisante avec des sujets assez vastes, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent l'émission. D'ailleurs, je le sais, c'est pas que je suis sûr. Simplement pour se tenir au courant, en 1 heure par semaine, ils se tiennent au courant des trucs importants. Et ça peut être... Oui, donc moi, je reste convaincu. Dites à vos responsables d'écouter le rendez-vous tech, ça leur fera du bien.
Mais, mais au-delà de ça, oui, si pour ce site on dit ah bah ouais mais ils vont pas le trouver, enfin on peut rien faire quoi. Non, non, mais c'est vraiment, je questionne sur quels sont, par exemple, les contacts recommandés. Comment tu rentres dans la liste des contacts recommandés pour amorcer ta transition numérique. Il y a des choses comme ça. Après, j'ai pas regardé suffisamment en profondeur le portail, mais il faut voir d'où viennent ces informations. Est-ce qu'elles vont être mises à jour aussi? Parce qu'il y a toujours un problème quand Ah c'est bah quelque chose fait oui. par le gouvernement. Enfin, là on l'espère, c'est quand même un truc sérieux fait par. Ah bah, pour toi, ça tombe sous le sens, mais J'ai quand même confiance en Mounir Majoubi. Je trouve que c'est quelqu'un de bien et c'est son projet. Donc, bon, ensuite, on peut se poser les questions. Oui. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas convaincu. Moi, je pense que, vous savez, au-delà de être convaincu ou pas, pour moi, c'est vraiment cette question qui est intéressante. C'est comment on fait pour encourager et aider les gens à opérer cette transition qui est hyper importante. C'est vraiment... alors oui, c'est facile de dire ah, mais les gens veulent pas écouter le rendez-vous tech ou les gens veulent pas aller sur un site, mais au-delà de ça, ok, d'accord, mais dans ce cas-là, on fait quoi? Et bah, il y a aucune démarre réponse. par. Déjà, il y a un premier point. Démarre par les besoins de ces entreprises. Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui? Là, tu vois, j'arrive sur la page d'accueil et j'ai un titre lambda qui veut rien dire, les entreprises qui vous inspirent. Alors là, super, je suis pas inspirée du tout. Euh, non, mais faut être pragmatique à un moment donné. Si je veux amorcer une transition numérique, très bien, mais en quoi ça peut m'aider? La première question, Ah, c'est en tant que business, en quoi ça peut m'aider? Donc déjà, cible. T'es quand même un petit peu méchante. Oui, c'est au tiers de la page, il y a les entreprises qui vous inspirent, mais enfin, le menu qui a tout en haut, c'est quand même comprendre le numérique. Donc là, c'est assez clair. Lieu et événements près de chez vous, ok. Trouver un accompagnement, c'est clair. Financer son projet, là encore, c'est clair. Tu vois, c'est tester Non, je sa suis pas d'accord maturité. du tout Non? avec toi. C'est vrai? Alors, je remets pas en cause le wording des menus. Ce que je remets en cause, c'est pourquoi les gens viendront sur ce site. Et c'est pas en ayant un menu comprendre le numérique, lieu, événement près de chez vous, trouver un accompagnement, financer son projet. La première question, c'est en quoi le numérique peut me simplifier la vie en tant que business. Et donc là, tu peux démarrer une discussion. Là, tu peux attirer les business pour potentiellement les encourager à amorcer et à aller chercher des informations. Mais déjà, essaye de comprendre quelles sont leurs problématiques aujourd'hui et à dire, bah, par exemple, faciliter l'administration ou faire gagner du temps, être plus efficace. Enfin, il y a des choses comme ça. Là, je développe pas suffisamment, mais selon ta taille de business et ton secteur d'activité, tu vas avoir des problématiques qui vont être différentes. Et là, tu peux adapter ton discours en fonction. Bah, écoute, sur comprendre le numérique, c'est vrai que c'est un petit peu, peut-être que ça devrait être présenté différemment, mais sur la partie comprendre le numérique, il y a différents sujets, on peut choisir les différents sujets. Alors oui, il y a faire un plan d'action numérique, mais il y a aussi être visible sur Internet, développer sa clientèle, vendre sur Internet, améliorer mes processus internes. Ouais, Oui, peut-être qu'il c'est faudrait. déjà mieux, ouais. Mais tu Hmm. vois, c'est déjà enterré sous un menu. D'accord. Bon, ils auraient. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'une part mettre le rendez-vous tech en écoute, en lancement automatique dès le départ quand tu te connectes sur la page, et ensuite demander à Marion de venir jeter un coup d'œil à cette interface utilisateur lamentable pour qu'elle arrange tout ça C'est et pas rende du ça tout attractif. lamentable, c'est juste la priorisation des informations qui est D'accord. importante. Ok. Surtout qu'il faut penser que si déjà ces personnes ne sont pas dans le numérique, elles vont pas forcément avoir les réflexes que toi tu as de bien chercher dans les sous-menus, Tout etc., à fait. justement pour trouver Hmm. ces informations. Et souvent à la rédaction, je dis au rédacteur, quand vous écrivez un article, essayez de vous dire que vous l'écrivez pour votre grand-mère. Et là, c'est un peu pareil. Je trouve que le site n'a pas été pensé pour une grand-mère. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude du numérique. Euh, il va pas forcément s'y retrouver et va pas trouver directement les informations qu'il cherche là-dessus. Et en Ouais. plus, c'est quelqu'un qui connaît son business. Donc, quand il voit des menus du genre développer sa clientèle ou se former et recruter, bon, à la rigueur, mais développer sa clientèle, bon, il va avoir des méthodologies prêtes pour lui, quoi. Donc là, il faut vraiment lui expliquer en quoi le numérique va encore plus est une vraie opportunité pour son business. Développer sa clientèle, il sait déjà comment la faire, il a ses propres méthodes traditionnelles, tu vois. Hmm. Tu vois la différence, Oui, c'est oui, je comprends, je comprends. Et ensuite, je vois que quand on clique sur développer sa clientèle, on a une série de vidéos
qui n'ont pas l'air hyper adaptés à la question que je pose. Enfin là, je clique sur développer sa clientèle, je sais pas ce que je fais après, quoi. C'est les fameuses les entreprises qui vous inspirent. Ouais, c'est ça. Bon, j'étais hyper enthousiaste sur tout ça et vous m'avez détruit mon enthousiasme. Super, merci à vous tous. On va donc fermer les portes de l'émission, se dire au revoir pour une semaine. Bon, si vous avez des témoignages un peu différents, n'hésitez pas à venir nous en faire profiter. Je conclurai juste en disant que l'histoire de Bloomberg dont on avait parlé la semaine dernière n'est pas complètement terminée. Il y a des témoignages qui continuent à arriver, notamment sur un expert en sécurité israélien qui a vu une puce de ce type sur une carte mère Supermicro chez un opérateur téléphonique américain majeur selon ses termes. Alors ils ont tous nié encore une fois, donc c'est pas fini toute cette histoire. À voir où ça ira, si ça va quelque part. Et donc, c'est sur cette conclusion que nous concluons l'épisode en demandant à nos deux invités déprimants qui nous tuent notre élan numérique de nous dire où on peut les retrouver un petit peu plus sur Internet. Commençons par Manu et j'imagine donc Frandroid. Oui, exactement. On peut me retrouver sur frandroid.com, sinon sur Twitter, @nobunagashi, Nobunagashi. Magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission. Marion. Eh bien, moi, vous pouvez me trouver, et je suis un peu moins déprimante peut-être, sur Naotech ou sur Twitter à IZ Design, voilà. Magnifique, encore une fois, les liens seront dans les notes de l'émission, enfin les liens vers Twitter en tout cas. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez également retrouver cet épisode sur frenchspin.fr. Si vous voulez commenter ce qu'on a dit, n'hésitez pas à venir le faire ici. Et enfin, si vous pensez que le vrai moyen de tout comprendre au numérique, c'est le rendez-vous tech et qu'il faut encourager son utilisation et son écoute, vous pouvez encourager vos collègues, vos amis à écouter l'émission ou alors, encore mieux, allez sur patreon.com/rdvtech et contribuez vous aussi à l'émission, au financement de l'émission. C'est vrai qu'il y a peu de moyens de tout comprendre en 1 heure par semaine et en s'amusant au numérique. Il n'y en a pas énormément et le rendez-vous tech est l'un d'entre eux. Donc si vous voulez faire partie de cette aventure et être fier de voir débarquer un nouvel épisode toutes les semaines, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est là encore dans les notes de l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao, ciao. Salut.